Et si le secret de pectoraux bien développés reposait sur des informations que vous ignorez encore? J'ai mis des années à comprendre comment bien travailler ce groupe musculaire, mais aujourd'hui je suis prêt à vous faire gagner du temps en partageant les 7 choses essentielles que j'aurais aimé savoir plus tôt. On a tous nos idées reçues et nos petites habitudes préférées lorsqu'il est question de travailler ce groupe musculaire. Mais souvent les clés de la réussite résident dans des détails qui sont parfois mal compris ou mal appliqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui je partage avec vous mes conseils et connaissances qui m'ont aidé à comprendre comment travailler de manière optimale cette zone. Allez, il est temps que je vous livre tous ces secrets. La première chose que j'ai mis bien trop longtemps à comprendre, c'est les différentes actions des fibres du grand pectoral. Vous savez, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation complexe qui permet des mouvements dans les 3 dimensions. Et étant donné que le grand pectoral passe par-dessus l'articulation de l'épaule, eh bien forcément, les fibres de ce groupe musculaire-là vont être responsables de plein de mouvements différents. On voit bien que le grand pectoral, c'est un groupe musculaire qui est quand même important. Et quand j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif, on nous expliquait bien que le rôle principal, c'était l'adduction, donc ramener le bras vers l'intérieur. Et si on regarde l'origine qui est sur le bras et la terminaison qui est sur le sternum, ça fait sens. Lorsque ces 2 points se rapprochent, on va refermer le bras sur l'intérieur. Sauf que quand on regarde bien toutes les fibres, qu'elles soient claviculaires, sternales ou même costales, donc qui s'attachent sur les côtes, on voit bien que la trajectoire va soit vers le haut, soit vers l'intérieur, soit vers le bas. Et ça va tout changer à l'exécution de chacun de vos exercices pour être sûr de cibler la partie des pectoraux que vous avez envie de développer. C'est clair que si vous faites que du développé couché dans votre programme de musculation et que vous travaillez que dans l'axe horizontal, eh bien les fibres claviculaires et les fibres costales mériteraient d'être plus sollicitées. Donc lorsque vous faites vos exercices pectoraux, que ce soit des écartés couchés, des écartés inclinés, des écartés à la poulie ou même du développé incliné, pensez bien à la trajectoire des fibres et réfléchissez si la trajectoire de votre mouvement est justement alignée avec celle-ci. Bon, là, ce qu'on va aborder, c'est très important. J'aurais tout donné pour savoir ça plus tôt. J'aurais tout donné pour savoir à quel point le mouvement des scapulas était important dans la sollicitation des pectoraux. Les scapulas, c'est les omoplates. Et je vous raconte pas à quel point maîtriser le mouvement des scapulas, c'est un casse-tête pour la grande majorité des pratiquants de muscu. Et moi, j'en faisais partie. Mais lorsque j'ai réussi à maîtriser le mouvement des scapulas, non seulement ça m'a aidé à développer les pectoraux, mais ça m'a aidé aussi sur tous les autres groupes musculaires du haut du corps. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et pour que vous compreniez tout ça, je vais vous donner un exercice à faire la prochaine fois que vous êtes à la salle de sport. Vous allez tendre les bras devant vous et vous allez alterner les phases de adduction et abduction des scapulas, en essayant de monter le moins possible les épaules. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous retrouver dans cette position-là, il faut bien que vous restiez les épaules basses, on écarte les omoplates, on rapproche les omoplates. Vous faites ça une 30aine de fois, juste pour vous habituer à mobiliser les scapulas, avant de passer à l'exercice qui sera beaucoup plus difficile. Écartez les 2 bras de chaque côté du corps. À partir de là, vous resserrez au maximum les scapulas. Ça ne devrait pas être trop difficile. Par contre, il faut essayer de garder les épaules les plus basses possibles. Il ne faut pas se retrouver dans cette position. On garde les épaules le plus bas possible. En gardant les scapulas resserrés au maximum, vous allez tout doucement rapprocher les 2 bras en face de vous. Et à partir du moment où vous sentez les scapulas se desserrer, et ben vous arrêtez. Personnellement, je suis capable d'aller au maximum avec les scapulas qui sont potentiellement resserrés au maximum. Scapulas écartés, ça donnerait ça. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc l'objectif avec cet exercice, c'est d'identifier le point à partir duquel les scapulas vont se desserrer. Imaginons que c'est ce point-là, et ben on va partir du principe que votre amplitude haute sur du développé couché ou du développé couché aux haltères, ce sera ça. Parce que si vous décidez de rapprocher encore plus, les scapulas se desserrent, vous perdez en stabilité, les pectoraux peuvent produire moins de force et du coup vous augmentez les chances de compenser avec d'autres groupes musculaires. Pour faire cet exercice à la salle, je vous conseille non seulement d'avoir un t-shirt plutôt moulant où on voit le mouvement des scapulas, et deuxièmement de vous filmer. Ça c'est hyper important parce que des fois on a l'impression que les scapulas ne bougent pas, mais quand on regarde les vidéos, c'est flagrant. Et pour être sûr de bien maîtriser votre mouvement, utilisez la nouvelle gourde Aquastand de Rhinoshield pour filmer vos exécutions. Cette nouvelle gourde est hyper pratique, elle existe en acier et en tritan. Je l'utilise évidemment pour boire pendant ma séance, mais aussi pour filmer mes exécutions ou même pour me vlogger pendant certaines de mes séances. La gourde est compatible avec toutes les coques MagSafe disponibles sur Rhinoshield. L'angle de vue est ajustable pour être sûr de vous filmer parfaitement et au moins vous saurez où mettre votre téléphone entre chacune de vos séries au lieu de le laisser traîner par terre et de risquer de l'éclater avec un haltère ou un disque. Ouais, je m'entends. Rhinoshield, c'est aussi des dizaines et des dizaines de coques compatibles MagSafe que vous allez pouvoir utiliser avec l'Aquastand. Vous pourrez retrouver les collections best-sellers comme Naruto, NBA, Marvel, etc. Entre nous, la gourde pourra aussi vous servir à regarder mes vidéos pendant vos temps de récup à la salle et être sûr de bien maîtriser toutes les exécutions de vos exercices. Donc merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé la vidéo. Profitez de moins 10% pendant 48 heures sur tout le site avec mon code NASSIM. Et le code est cumulable avec l'offre du moment, une coque MagSafe plus une gourde égale moins 50% sur la gourde Aquastand. Donc profitez-en en cliquant sur le premier lien dans la description. Code Nassim, merci à tous ceux qui le feront. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous savez à quel point je suis attaché aux dips pour les pectoraux. Mais s'il y avait qu'un seul mouvement à choisir pour les pecs, ce serait probablement les dips. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube,
abonnez-vous. Ça vous évitera de rater les prochains conseils. Et puis ce sera pour moi aussi la garantie que vous appréciez ce genre de petits tips. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je serai très heureux de savoir aussi ce que vous pensez de tous ces conseils dans les commentaires. Donc effectivement, les dips, pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour les pectoraux. Je pense très sincèrement que je pourrais continuer à développer mes pectoraux uniquement en faisant des dips lestés et un peu de pompe par-ci par-là. Bon, si je le fais pas, c'est que ça m'amuse pas trop de garder les deux mêmes exercices jusqu'à la fin de mes jours, mais vous avez compris le concept. Donc effectivement, j'aurais aimé savoir plus tôt à quel point les dips étaient efficaces et j'aurais aimé savoir les maîtriser plus tôt. Parce que lorsque j'ai commencé la musculation, même si de temps en temps je mettais les dips dans mes séances pectoraux, je les faisais sans grande conviction. En général, ils étaient relégués en fin de séance, en essayant de faire 2 à 3 séries avec un max de reps, sans prêter grande attention ni à l'exécution, ni à la surcharge progressive. Et même si effectivement, on peut dire que je suis clairement avantagé par la génétique au niveau des pectoraux, lorsque j'ai été bien plus régulier et bien plus rigoureux avec l'ajout des dips dans mes séances, eh bien effectivement mes pecs là ont atteint un autre niveau. Donc encore aujourd'hui, je peux faire une série de 12 reps lestée à 40 kg avec une exécution impeccable, sachant que je fais à peu près 100 kg. Et là je vous vois déjà venir pourquoi vous n'ajoutez pas les dips à vos séances pectoraux, parce que pour la plupart des pratiquants, ça a l'air de provoquer plus de douleurs que de sensations positives. Des douleurs à l'épaule, des douleurs au sternum, des douleurs aux clavicules parfois, ce qui empêche malheureusement d'intégrer cet exercice dans vos séances et ce qui empêche malheureusement de progresser comme vous le devriez. Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? La réponse évidemment est oui. Comme pour tous les autres mouvements, il faut y aller de manière progressive. C'est clair que si vous n'avez ni la force ni la résistance de faire une série de 30 pompes sans interruption, c'est clair que faire des dips ou des dips lestés, c'est hors de question. C'est clair également que si vous n'avez pas la souplesse articulaire ou musculaire, les dips vont être plus douloureux qu'efficaces. Donc si les dips sont douloureux, habituez-vous avec du développé légèrement décliné. Une fois que vous avez pris assez de force, enchaînez avec des dips sans poids additionnel et adaptez l'amplitude à votre souplesse articulaire et musculaire. Mais ce qui est sûr, c'est que petit à petit, vous devriez essayer d'intégrer plus souvent les dips et les dips lestés à vos séances pectoraux. J'aurais aimé savoir bien plus tôt qu'il est recommandé d'avoir la trajectoire la plus verticale possible sur tous les mouvements de développé effectués avec charge libre. Ça ne fonctionne pas pour les machines, hein. Je parle juste des charges libres. Donc développé couché, que ce soit à la barre ou aux haltères, développé incliné, barre ou haltère, développé décliné, barre ou haltère, dips, tous les exercices polyarticulaires avec des charges libres ou au poids du corps doivent être faits avec une trajectoire verticale. Vous imaginez pas à quel point je m'arrache les cheveux quand je vois sur les réseaux sociaux des comparaisons de deux développés couchés, l'un effectué avec une trajectoire verticale, l'autre effectué avec une trajectoire un tout petit peu circulaire, et que je vois qu'il y a une grosse croix rouge sur le développé couché effectué avec une trajectoire verticale. Alors que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas si l'objectif est l'hypertrophie. Écoutez bien ça parce que c'est important. Si l'objectif est l'hypertrophie, la trajectoire doit être verticale. Si l'objectif est la performance, la trajectoire, on s'en fout. Effectuez l'exercice avec la trajectoire qui vous avantage le plus. Mais pour l'hypertrophie, c'est différent. Avoir une trajectoire verticale, ça vous assure d'éviter de solliciter des groupes musculaires que vous n'avez pas envie de solliciter. Je vous rappelle que le but de vos séances de muscu, le but de vos exercices que vous allez utiliser, c'est d'isoler le groupe musculaire que vous avez envie de travailler. Donc sur du développé couché, des dips ou du développé incliné, on est d'accord que si vous voulez avoir des gros pecs, il ne faut pas travailler les deltoïdes ou les triceps. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver si votre trajectoire dévie de la verticale. Donc la prochaine fois que vous faites du développé couché, des dips ou n'importe quel exercice polyarticulaire avec charge libre ou au poids du corps, filmez-vous de profil et regardez la trajectoire de la barre, des haltères ou de votre corps. Si vous remarquez que la trajectoire est plutôt circulaire ou en biais, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre exécution. Si au contraire vous arrivez à avoir une trajectoire qui se rapproche de la verticale, là c'est une très bonne nouvelle et vous réduisez la possibilité de compenser avec d'autres groupes musculaires. Vous savez que je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, les techniques d'intensification, c'est pas une recette miracle pour prendre du muscle, mais ça peut être intéressant à utiliser dans certains cas de figure. Et dans le cas des pectoraux, les clusters sont vos amis. Je me souviens pas si sur cette chaîne, on a souvent parlé des clusters. Faire une série en cluster, c'est en fait découper une série classique en plusieurs groupes de répétitions. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire une série de 12 répétitions, la faire en cluster, ce serait de faire 4 séries de 3 répétitions ou 3 séries de 4 répétitions. Ce groupe de 3 séries de 4 représente une seule série. Et entre chaque cluster, vous allez prendre de 5 à 15 secondes de récupération. Pourquoi les clusters sont vos amis sur les pectoraux? Parce que le grand pectoral, c'est un groupe musculaire un peu particulier, parce que c'est probablement celui qui est composé de la plus grande proportion de fibres rapides. Ça veut dire que les pectoraux vont être très efficaces sur les efforts courts, mais vont être bien moins efficaces sur les efforts longs. C'est pour ça que je ne fais que très rarement, voire jamais, des séries longues sur les pectoraux, parce que mes performances ont tendance à chuter très rapidement. En utilisant des clusters
sur les pectoraux, vous allez permettre à ce groupe musculaire de prendre des micro-récupérations qui vont optimiser les performances. Qui dit optimiser les performances, dit utilisation de charges plus lourdes, dit plus de tension mécanique et dit plus de croissance musculaire. Donc au lieu de faire une série de 8, vous pourriez faire 3 clusters de 3 répétitions. Et imaginons que sur du développé couché, votre 8 RM c'est 100 kg, et bien pour faire 3 séries de 3 répétitions avec 10 à 15 secondes de récup entre chaque cluster, peut-être que vous allez être capable d'utiliser 110 kg. Donc au lieu de faire 8 reps à 100 kg, vous allez pouvoir totaliser 9 reps à 110 kg. Il y a donc plus de poids et il y a donc potentiellement plus de croissance musculaire. Le cluster, c'est pas quelque chose que j'utilise sur toutes les séries de tous mes exercices, de toutes mes séances pec. C'est au contraire quelque chose que je vais réserver à mon exercice principal et sur une voire 2 séries. Par exemple, si je me suis fixé dans ma séance pectoraux du jour du développé couché en premier exercice et j'ai envie de faire 4 séries de 8, eh bien au lieu de faire 4 séries de 8, les 2 premières séries, je vais les diviser en 3 clusters de 3 répétitions et je vais terminer par 2 séries de 8 plus classiques. Ça me permettra d'optimiser les performances au moment où je suis le plus frais, donc au début de ma séance, et donc au final de soulever plus de poids pour plus de répétitions. Je vous recommande vraiment d'essayer les clusters. J'aurais aimé savoir bien plus tôt qu'il est possible de solliciter toutes les fibres du grand pectoral avec des écartés à plat. Je pense que vous avez déjà fait des écartés couchés, mais peut-être que vous avez déjà fait des écartés inclinés ou même des écartés déclinés. Eh bien, si vous avez écouté le premier conseil que j'ai donné dans cette vidéo, vous devriez pouvoir déterminer qu'effectivement, il est possible de travailler l'ensemble des pectoraux avec des écartés à plat. Pourquoi j'aurais aimé le savoir plus tôt? Parce que comme beaucoup de pratiquants, et vous en faites très probablement partie, j'avais tendance à associer un exercice avec le travail d'un groupe musculaire ou d'une partie d'un groupe musculaire. Exemple, les écartés inclinés, c'était automatiquement pour le haut des pecs. Le rowing buste penché, c'était automatiquement pour les trapèzes. Le squat, c'était automatiquement pour les quadriceps. Mais en réalité, c'est faux. On sait très bien qu'un squat, en fonction de l'exécution, peut être quadriceps ou fessier. On sait bien qu'un rowing buste penché, en fonction de l'exécution, peut être trapèze ou dorsaux. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les écartés. Ce n'est pas l'exercice qui va automatiquement dicter quelles fibres musculaires vont être sollicitées, c'est bel et bien votre exécution sur cet exercice. Alors attention, ça ne veut pas dire que les écartés avec une petite inclinaison doivent être bannis, ça veut juste dire qu'il faut se détacher de l'idée qu'un exercice est automatiquement lié avec la sollicitation d'un muscle ou d'une partie d'un muscle. La dernière chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et ça va peut-être être contre-intuitif pour beaucoup d'entre vous, c'est que pour les pectoraux, il ne fallait pas en faire trop. Vous savez, quand j'ai commencé la musculation, je faisais une séance pectoraux en début de semaine et je faisais ce qu'on appelle un rappel pec en fin de semaine. Petit aparté, cette notion de rappel d'un groupe musculaire, ne l'utilisez pas. Soit vous faites une vraie séance, soit vous faites pas de séance. Les séances rappel, ça sert à rien. Mais bref, tout ça pour dire qu'en début de semaine, ma première séance pectoraux, elle était ultra longue. J'avais au moins 5 exercices, je faisais 4 à 5 séries par exercice, et étant donné que je ne connaissais pas bien les actions des fibres musculaires du grand pectoral, eh bien je faisais des exercices qui étaient redondants, comme par exemple développé couché à la barre, développé couché aux haltères et développé couché à la machine. Ces 3 exercices sont à forte tension d'étirement, ils travaillent à peu près les mêmes fibres du grand pectoral, donc il n'y a aucune raison de les mettre tous les 3 dans une séance. Et je rajoutais par-dessus du développé incliné, des écartés couchés, des écartés à la poulie, des dips, c'était un peu n'importe quoi. Et mon volume d'entraînement par semaine était bien trop élevé. Aujourd'hui, même si je travaille les pectoraux 2, voire même des fois 3 fois par semaine, mon volume d'entraînement par séance est bien plus réduit. Et d'ailleurs, je procède comme ça depuis littéralement plus d'une décennie. Je vais en général choisir 2 à 3 exercices sur lesquels je vais faire entre 3 et 5 séries pour arriver à un volume d'entraînement hebdomadaire pas si élevé que ça pour un pratiquant de musculation comme moi qui a 17 ans d'expérience. Ce qu'il faut en retirer pour vous, c'est que même si vous avez les pectoraux en point faible, vous n'avez pas besoin de plus de 3 exercices par séance de musculation. Et sur ces 3 exercices, on va choisir des exercices à forte tension d'étirement, à forte tension de contraction, qui vont idéalement solliciter différentes zones du grand pectoral. Ça peut être par exemple du développé semi-incliné aux haltères, qui vont travailler plutôt la partie claviculaire, des dips lestés, qui vont plutôt travailler la partie sternale et ou costale, et on peut finir par des écartés à la poulie vis-à-vis ou du pec deck, en adaptant votre position pour solliciter plus ou moins le haut ou le bas des pectoraux. On a de la forte tension d'étirement, de la forte tension de contraction, du polyarticulaire, du monoarticulaire, on a le haut des pecs, le bas des pectoraux, c'est terminé. Alors bien sûr, tout ça peut être individualisé en fonction de vos points forts, points faibles, du nombre de séances que vous avez fait dans la semaine, mais j'espère que vous commencez à comprendre que 25 séries pour les pecs sur une séance, c'est du n'importe quoi.